maintenant un petit film de 8 minutes d'introduction. Parce que, comme on avait dit, on va un peu connaître le Proche-Orient avec le cœur. On a quelques-uns qui ont été au Proche-Orient ou en Arabie, comme Suzanne nous a raconté avant à table. Donc c'est important pour connaître, on ne connaît pas avec la tête. On utilise les yeux, l'odorat, surtout l'odorat quand tu vas sentir une maman comment elle va connaître son petit enfant qui vient d'elle, elle va le sentir, elle va le mettre sur son sein ici, l'odorat, l'ouïe, on va écouter. Et donc, ne pouvant pas voyager au Moyen-Orient, au Proche-Orient, alors j'ai décidé de l'amener ici, d'une certaine façon, avec ce film, où on va faire un tour d'horizon des importantes villes ou des certains aspects culturels, religieux. C'est de la musique, j'ai mis de la musique arabe, et qui nous aidera à nous transposer, à voyager. Donc il faut vraiment rêver, nous laisser entraîner. C'est pas important, entraîner, pour que après, quand on va parler, on soit comme si on était dans un salon du Proche-Orient. Ok? Ça va? C'est dans les années après la Première Guerre mondiale, quand le Liban va prendre son indépendance des Français, qui était sous mandat. Et il va devenir une plaque tournante au Moyen-Orient. On va l'appeler la Suisse de l'Orient, parce que c'était les banques, c'était tout l'argent qui circulait, hein. Donc beaucoup de richesses, mais aussi c'était la porte pour l'Orient, parce que aussi les voyageurs, les orientalistes, ceux qui venaient de l'Europe, pour connaître un peu plus l'Orient, il faut parler, on est dans le début du XXe siècle, fin du XIXe, on passait par le Liban comme première étape. Et comment on savait qu'on était, par exemple, arrivé au Liban? On était en pleine mer, on ne voyait rien. Imaginez Jacques Cartier qui arrive ici au Canada, comment il sait que c'est que les forêts, l'odeur des cèdres du Liban, ça donne de l'encens. Et c'est l'odeur qui faisait savoir qu'on est arrivé, même si tu ne voyais pas la tête. Pour dire comme c'est fort, hein? Et puis toutes ces montagnes du Liban, c'était couvert de cèdres, mais aussi pour des raisons de commerce, parce que les Libanais, les Phéniciens étaient connus pour le commerce, le sens du commerce. Et ils ont découpé c'était une matière première, un peu comme le pétrole d'aujourd'hui, ou bien l'acier d'aujourd'hui, pour construire des navires. Alors c'était le cèdre qui est un bois très fort, et puis des troncs qui sont vraiment immenses et longs. Parfois il y a des troncs pour les encercler, il te faut 8 personnes. 8 personnes? Oui, et puis c'est un arbre très spécial. Il en existe toujours? Oui, il y a des forêts de cèdres, c'est très beau. Il y a des cèdres qui sont très anciens, donc c'est majestueux, hein? C'est majestueux, à côté d'un cèdre. Et donc ils vont les utiliser. Vous savez, dans la Bible, Salomon qui se construit le temple, c'est avec le cèdre qui va faire le toit. Et donc ils ont coupé, donc il y a eu pas mal de forêts qui ont été coupées, mais donc il y en a encore certaines forêts qui existent. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, donc on va faire ce voyage au Proche-Orient. Donc, et pour le faire, pour connaître un peu la complexité vraiment de ce... Vous voyez, il y avait des déserts, des montagnes, des chrétiens, des musulmans, des juifs, non? Vous avez tout ça. Des chameaux, des gratte-ciel, de la grandeur, des temps, de tout. Donc c'est un puzzle, c'est comme des sociétés qui s'entrecroisent. Alors pour comprendre un peu ça, il faut aller un peu en arrière dans l'histoire, un peu presque plus ou moins 5000 ans avant Jésus-Christ, comme ça, pour un peu commencer à comprendre. Donc, vous voyez ça? Ok, moi je vois et vous voyez.
Donc, j'ai mis cette carte pour se situer un peu. C'est ça le Proche-Orient. Vous voyez, c'est un peu... oublions un peu les lignes blanches qu'il y a. Ce sont des lignes artificielles, les lignes blanches. C'est un peu comme une ligne qui est entre Granby sur le lac Champlain. Hein. Il n'y a pas de ligne dans le lac, non, qui divise les États-Unis du Canada. Donc c'est cette région-là, elle est composée de plusieurs pays et c'est un lieu de rencontre entre 3 continents. Donc on a à droite l'Afrique, à gauche pardon, en bas, et en haut on a l'Europe qui est limitrophe avec la Turquie et l'Asie. Voilà. Donc c'est ici qu'on va aller creuser dans l'histoire. Mais aussi, c'est une zone qui est très connue pour les conflits, non? On ne parle pas de Moyen-Orient pour d'autres choses. Les baklava aussi. Les baklava. Pour certaines personnes. Tu vois, l'immigration, ça a des désavantages, ça fait connaître les cultures des autres. Donc, c'est aussi parce que c'est la grande réserve énergétique au monde. Okay? Vous voyez la partie jaune dans le cercle, dans le disque en haut, c'est le Moyen-Orient, c'est la part de réserve mondiale de pétrole. Vous voyez, tout seulement ça. Okay? Et donc, c'est un grand enjeu. Donc, vous comprenez comment, vous voyez, le soir, à 6 heures, vous voyez Radio-Canada, hein, ils vous font voir sur l'économie que la flèche monte sur le baril du Brent ou quelque chose. Ce petite flèche-là, ça change beaucoup. C'est des millions de dollars qui sont en jeu. Et donc, c'est pas seulement les pétroles, c'est le gaz aussi, hein, le gaz naturel, qui est riche. Cette zone, l'Irak par exemple, le pétrole de l'Irak, on dit en arabe, les Américains n'ont pas été pour les beaux yeux des Irakiens en Irak. C'est parce que le pétrole jaillit tout seul. C'est parce que c'était connu une terre de feu. Et le feu, ça a tout un sens dans les anciennes traditions. Ça sent la force, c'est la présence du divin. Une énergie qu'on ne peut pas maîtriser, parce que le gaz est tellement fort qu'il pousse le pétrole en haut, et avec la chaleur, ça prend feu. Donc c'est du feu qui pompe. Donc le pétrole est facilement... Tu creuses un peu, tu as le pétrole. Tu n'as pas à perforer, aller dans les mers. Donc c'est des grands enjeux. On comprend pourquoi... sous le prétexte de liberté et de justice, il y a d'autres buts qui sont là. Hein, voilà. Et aussi, vous voyez ça, la partie de l'Arabie. Le Proche-Orient, c'est en haut, tandis que la partie en haut, c'est la péninsule d'Arabie. C'est ça l'Arabie pratiquement. Qui est là-bas, et vous voyez combien de pétrole il y a. Actuellement, on appelle l'Arabie saoudite. Saoudite, ça devient une famille et qui règne là-bas. Okay? C'est une tribu. Alors, la deuxième carte, ça va nous situer un peu géographiquement et on va voir un peu la morphologie. Ce n'est pas une zone homogène. On voit ces grandes montagnes, non, un peu marron, noir. Ça part du Tibet à droite, à notre droite en haut. Ça traverse ce grand truc au centre, c'est l'Iran. Ouais, l'Iran et le Pakistan et l'Afghanistan. C'est l'Iran, et l'Afghanistan et le Pakistan ici. Et ça, c'est l'Inde. Et en haut, vous avez la Turquie, qu'on appelle Asie mineure. Okay? Vous voyez les grandes montagnes, c'est des grandes montagnes. Hein? Il y a de la neige puis ça descend un peu vers la Méditerranée. Vous connaissez la mer Méditerranée.
il y a la mer là-bas. Donc il y a ces montagnes du Liban sont là-bas. C'est des montagnes qui arrivent, c'est les plus hautes ici, c'est 3 mm. Donc imaginez-vous, vous venez dans le désert et vous voyez des sommets blanches. Donc dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on comprend comment, par exemple, pour l'islam, quand on parle du paradis, on parle de fleuves, de miel et de yaourt. Yaourt, il a la couleur blanche. Parce que le Liban, le mot Liban, ça vient de Laban, un peu, c'est une des théories. Laban, c'est le yaourt. C'est la couleur blanche. Okay? Donc quand tu arrives, tu vois cette abondance d'eau, de fraîcheur, tu viens du chaud, et donc ça a tout un sens, hein, ça touche notre personne. Donc c'est ça le Liban, et ça descend vers la Palestine, en bas, et vers le Sinaï, ce petit triangle. Et là où on dit que Mosée a reçu les tablettes, non? Vous vous rappelez? Oui, et puis de là-bas, on passe en Égypte. Vous voyez, il y a le delta du Nil, un des plus grands fleuves du monde, qui commence bien en bas. On ne voit pas de la carte sa naissance. Vous voyez, il est au centre, Afrique centre-est, disons. Il y a les grands lacs, et ça monte, ça passe dans des déserts, et ça monte jusqu'en haut, jusqu'en Égypte, et ça se déverse dans le monde. Puis on a la mer Rouge, qui divise la péninsule arabique et le golfe Persique. Vous voyez là-bas. Et on voit qu'il y a pas mal de parties jaunes ici. Ça, c'est le désert d'Arabie. Toute cette partie-là, ça, c'est le désert de Syrie. Ça, c'est le désert d'Arabie qui descend. Et ça, c'est la montagne de Yémen. Le Yémen, qui est plein de cultures, c'est un pays qui souffre énormément actuellement, et on n'en parle pas. Puis on va plus vers l'est, donc on a le golfe des Arabes, le golfe actuel, et puis on a une chaîne de montagnes, ça c'est Oman, le sultanat, et là on a l'océan Indien en bas. Okay? Ça, c'est un peu pour nous situer géographiquement. En haut, on voit que dans la Méditerranée, il y a beaucoup d'îles. C'est la mer Égée, où il y a la Grèce pratiquement. Quand on entend l'antique Grèce, c'est là-bas, et la mer Noire en haut. Donc, on voit que c'est une zone de passage où il faut oublier on peut mettre de côté la modernité, les voitures, les avions, tout se faisait avec nos auto 11, nos pieds, ou bien les chameaux, les ânes, les charrettes, tout ça. Donc tout se passe par terre. Donc pour aller d'un point A à un point B, il faut passer par C. Il faut passer par un autre, et donc on comprend que c'est névralgique, ce point-là, où il y a 3 continents qui se croisent. Donc, et pour pouvoir voyager, dans le temps, on peut faire des prévisions. Et en plus, il faut des pauses, donc des villes qui vont se construire sur des points. Donc c'est toute une vie, culture qui se... Alors là, après la partie géographique, on va partir un peu en arrière, un peu sur les racines de l'humanité, parce que vous savez, quand l'humanité a péché, tellement péché après Adam et Ève, et quand Caïn a tué son frère Abel, non? Parce qu'il était jaloux de lui. Alors, tellement Dieu était désespéré du monde qu'il a trouvé un gentilhomme qui s'appelle Noé. Et lui, il était à l'écoute de la voix de Dieu, qu'il a appelé à construire ce grand bateau parce que Dieu a voulu exterminer le monde. Et on dit que après que Dieu a exterminé le monde, il a sauvé Noé et sa famille. Et à un certain moment, Dieu s'est, comment on dit en français, repenti de l'avoir fait.
ok? Alors, on a toujours l'idée de l'arc-en-ciel, non? De la paix, que la paix régnera toujours sur nous. Donc, Noé, il a des enfants. Alors, on les connaît plus ou moins. C'est les Sémites, Sam, et Cham, qui sont en Afrique, un peu, la partie en bas. Les Sémites, c'est au centre. Et en haut, c'est Japhet. C'est un peu l'explication qu'on donnait antiquement, dans l'Antiquité au peuple, aux ethnies, d'où sont nos origines. Ok? Pourquoi je me suis attardé sur ça? Parce que c'est pas vrai peut-être, hein, mais c'est parce qu'on veut parler des peuples sémitiques. C'est là ceux-là sont installés dans le Proche-Orient, dans la péninsule arabique et dans la partie du Proche-Orient. Et c'est eux qui vont créer toute une culture et l'alphabet va venir d'ici. Donc la façon de communiquer dans le temps il y avait des sons qui n'étaient pas associés à quelque chose. Donc l'homme ne savait pas écrire. Hein? Il y avait toute une autre... Donc, en effet, on dit la culture est née quand l'écriture est née. Parce que notre façon d'être a pu être codifiée d'une façon. Et ça va naître dans cette zone-là. Alors, cette zone-là, on l'appelle, cette zone rouge, on l'appelle le croissant fertile. On va passer... non. Le croissant fertile, c'est cette zone-là. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette zone-là, selon vous? Pourquoi on l'a... Qu'est-ce que vous voyez? L'eau. Ça existe où? C'est dans les deux... ces fleuves, hein? Ouais. C'est tout autour de ces fleuves. Donc, c'est un fertile, parce qu'il y a la fertilité. Et là où il y a la fertilité, il y a vie. Donc, imagine pour un troupeau qui ne peut pas brouter le sable, il doit manger de l'herbe, ça va se trouver à côté des fleuves. Et donc, on comprend aussi l'histoire d'Abraham, qui était un chef de famille, et il va quitter avec tout son troupeau, sa famille et tout. Ils vont suivre un parcours, lequel? Celui des fleuves, celui des caravanes. Donc, c'est ça le croissant fertile. Ils vont suivre le croissant fertile. Il va l'amener où? En Égypte. C'est-à-dire, c'est ça la terre promise. C'est-à-dire, il a suivi un parcours et petit à petit, il va découvrir où est-ce que Dieu l'amène. Hein. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il va en Égypte, il va en Terre Sainte, un peu vers la Jordanie actuelle, un peu ici. Pas sur le littoral, mais ici. Et d'ici... il ne peut pas pénétrer plus loin parce qu'il y a des peuples forts. Hein. Tu ne peux pas venir prendre une terre comme ça. Hein. Et donc, à ce moment, il y a des peuples très forts et il va être introduit en Égypte. Et là-bas, il va avoir toute une aventure. Et après, il va revenir en Terre Sainte, où l'actuelle Terre Sainte, il va vivre là-bas. Donc, c'est dans ce cadre-là que, dans ces grandes cultures, mais ces grandes cultures vont inventer un système pour se communiquer. C'est l'écriture. Ils vont inventer l'écriture. Vous avez vu, quand on a vu l'image dommage, ce n'était pas la bonne vidéo, parce que à la fin, quand on voit l'Irak, vous voyez, on a vu une image avec des dessins sur le roc, c'est des clous. C'est comme des clous. Ça, c'est la première écriture au monde. C'est pas même les hiéroglyphes, c'est pas une écriture, c'est l'écriture cunéiforme. C'est comme des clous. Ok, c'est dans la Mésopotamie. Ok, et là-bas, on va découvrir les grandes lois de Hammurabi, qui est le premier codificateur, législateur. Et c'est là-bas aussi que les Hébreux, les Juifs, qui sont exilés à un certain moment, ils vont découvrir une grande culture qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils étaient exilés là-bas. Ils vont adopter des textes de cette culture, ils vont chercher à se positionner pour dire qui ils sont, pour ne pas perdre leur foi dans le Dieu unique,
qui vont fortifier là-bas. C'est là-bas qu'ils vont prendre l'histoire de la Genèse, ces deux récits de la Genèse, ils vont les adopter de cette culture, parce que si vous allez dans le récit d'Adam et Ève, comment ils ont fait, ça c'est l'histoire de Gilgamesh, hein, comment Dieu a créé l'homme en prenant une côte, la femme en prenant une côte à Adam, à l'homme, ça vient d'une autre culture, c'est pas ils n'ont pas inventé, hein. Ils ont pris quelque chose qu'il y avait, ils ont mis dedans leur foi, pour expliquer leur foi aux autres. C'est aussi ce que les chrétiens vont faire après, avec la culture grecque. Donc, c'est dans ce bassin-là qu'il y aura l'écriture, et après, ça va être dans la partie là où il s'écrit Phénicie, et c'est là-bas que ça va naître un peu l'alphabet comme on le connaît. C'est-à-dire, à chaque son vocal, il est associé une lettre, une forme, hein, et qu'on peut composer des mots, donc ça te donne une grande... en plus, imagine, dans le temps pour faire ces plaques, ces grandes, ben, ça te prenait pour envoyer un contrat en Égypte, tu vas envoyer des rochers, donc... tandis qu'avec l'écriture, c'est plus facile. Où est-ce qu'on va écrire? Sur le papyrus. On n'avait pas de papier. Le papyrus, c'est les roseaux dans les lacs, à côté de ce grand fleuve qui est le Nil en Égypte, qui est fin. On va prendre ces roseaux, on va les découper, les dessécher, et on va faire comme un tissu. Et sur ça, on va écrire. Et c'est ces choses-là qu'ils ont, et après ça s'est développé certainement, c'est pour cela les manuscrits de l'Ancien Testament ils ont découvert, ils sont mangés parce que c'est organique. Hein. Donc ils vont commencer à écrire, donc vous voyez la culture commence, donc c'est en Phénicie, en effet, à Byblos, en Liban actuel. Byblos, c'est l'écriture. Hein. C'est Byblos, Bible. Hein. Oui. Voilà. C'est Jubail, le nom en araméen. En tout cas, donc c'est là que ça va naître les langues. Okay? Donc c'est pratiquement ici le centre de la culture humaine dans le temps. Hein. Vous avez vu ces grands zikkurats qu'on a vus. Ça, c'était de grands systèmes, hein, qui étaient nés là, dans cette zone-là. Alors, vous voyez ici le pays de Canaan, qui est vers la Méditerranée, à votre gauche. On a des Ebla et Mali. Vous voyez, ça, c'est la Syrie, pratiquement, actuelle. Ebla et Mali, c'est une grande culture qui a 3000 ans avant Jésus-Christ. Imaginez, et ils avaient des systèmes mais qui fonctionnaient très très bien. Hein. C'était quoi la vie civile, hein? C'est-à-dire maintenant, on va à la toilette et il y a tout un système de conduction d'eau, de trucs, non? Et ça, c'est né là-bas. C'est-à-dire les villes, les anciennes villes, comment on les aide? C'est parce que les constructions d'eau. C'est comment, quand on fait des excavations, on va chercher est-ce qu'il y avait une organisation et tu la découvres à travers est-ce que ces agglomérations ils étaient connectées, il y avait une connexion. Non? Donc ils ont découvert tout ça, les Égyptiens aussi, après les Romains et tout. Oui. Ebla et Mali, c'est deux noms de peuple? Oui. C'est des noms de chefs de tribu? Pas de chefs de tribu, c'est les noms de ça vient de l'araméen, tout ça. Qui est le peuple, qui est la langue du peuple qui va s'implanter, qui est là-bas, qui vient de leur culture. On a plusieurs, de cet araméen en effet, Jésus-Christ, il ne parlait pas juif, il ne parlait pas l'hébreu, il était juif, pardon, il ne parlait pas l'hébreu, il parlait l'araméen. C'est la langue, comme l'anglais aujourd'hui, okay? C'est la langue de tous. Donc, il y a tout un bassin ici, il y a des cultures qui vont s'installer l'une après l'autre, et ils vont se chevaucher. C'est toujours aussi ces rencontres entre ces peuples, ça va générer, la rencontre n'est pas toujours heureuse, hein, parce que la rencontre peut être pour dominer aussi, pas seulement pour rencontrer, pour l'amour et pour la fraternité. Et donc, c'est des guerres,
Donc aussi développer des armes, donc on va utiliser tout ça. C'est pas juste aujourd'hui qu'il y a les guerres et les armes. Hein. Donc, mais c'est toujours autour des grands fleuves, c'est important pour vivre. Et il faut dire que là où il y a des grands fleuves, il y a des grandes ressources, agricoles surtout. Donc, qu'est-ce qui est très important pour vivre, pour pouvoir manger? C'est le blé. Donc, il y a des grands... Le Canada est connu pour le blé, je pense. Aussi. Et donc, vous voyez ici un peu de date, un peu pour dire comment il y a eu des civilisations qui vont s'entrecroiser. Et vous voyez à droite, là, c'est les Perses. Non? Les Perses sont un peu, on est à la limite, hein, et c'est des gens de montagne. Parce que là, tout ça, c'est des plaines. Au centre, là, le jaune, là, tout ça, c'est la plaine. Donc, dans la plaine, c'est pas facile de se défendre, donc il y a plus de mouvement. Tandis qu'en montagne, il y a la nature va nous aider à se défendre, à se retrancher. Donc, il va y avoir beaucoup de brassage entre ces gens. Mais c'est toujours dans la même culture, plus ou moins. C'est un peu toujours les mêmes choses. Parfois, les langues vont changer, mais on est toujours dans le même esprit. Et vous voyez toujours, ça, c'est relié à l'Égypte. Ça fait partie, hein? Ça fait partie du... vous voyez ici, on est l'Empire babylonien. Là, c'est là que on se rappelle les Égyptiens, le royaume assyrien ici était très fort. Il a dominé finalement. Vous voyez la tache orange comme elle est grande. Hein, c'était un grand royaume, un grand royaume. Mais juste après, on aura le royaume babylonien, et c'est là que les Hébreux vont être déportés. Ils vont aller de nouveau vers Babylone, pratiquement c'est l'Irak actuel. Et après, ils vont revenir de nouveau, ils vont être repatriés chez eux. Donc, on est 550 ans. Mais on va s'arrêter un peu vers ce grand... Oui, pardon. J'ai vu Ur en bas à droite, près du Koweït. Est-ce que c'est le Ur d'Abraham? Oui, c'est ça. Oui. Il est parti d'ici. Il était très loin d'Israël. Voilà. Non, oui, c'est pratiquement comme Montréal et Paris, quoi. Oui, et là, par exemple, en bas, c'est Bassora, une des grandes villes qui existent encore. Donc, vous voyez comment il est monté avec le fleuve. Hein. C'est les caravanes qui montent, c'est les autoroutes. Il n'y avait pas dans le temps. Donc, on va arriver à l'Empire. C'est ce monsieur qui s'appelle Alexandre qui va un peu changer les données. Parce qu'il était un guerrier, il va prendre son cheval, il a l'envie de conquérir, de la conquête, il va partir vers l'Est. Et l'Est, c'était toujours, c'est-à-dire les choses exotiques, comme aujourd'hui on va en Floride pour le soleil, ou on va faire une expérience exotique. Hein, donc lui, il est parti vers l'Est, et de l'Est viennent les religions, les grandes religions. Il faut dire qu'en ce moment, en Europe, ce n'était pas tellement développé, hein, il n'y avait pas grand-chose. Ok, on parle de 500 ans avant Jésus-Christ, 300, donc c'est le début de Rome, hein, la ville de Rome qui va après prendre de l'ampleur. Et donc, lui, il va commencer, vous voyez les flèches noires, il va commencer à conquérir une ville après l'autre, et donc il va constituer, je pense que l'image est très petite, mais si vous prenez ça à l'échelle, c'est plus grand que le monde qu'on connaissait dans le temps. Okay? C'est énorme, mais il faut dire qu'il n'y avait pas de carte dans le temps, tout ça. Donc il va s'aventurer, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un brassage. Et il va apprendre, et les autres, il va connaître, il va se faire connaître. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très...
c'est la culture hellénistique. Il va exporter son architecture, ses idées, sa philosophie, et il va importer des religions, des connaissances. Il arrive en Inde presque, en Perse, presque en Chine. Donc c'est une époque très importante pour le Moyen-Orient. C'est pratiquement la globalisation actuelle. Donc ça va ouvrir tous à tout le monde. Et sauf que lui, il va mourir en Inde, presque, et ses chefs vont prendre l'héritage, son héritage. Et donc, son empire va être divisé. Vous voyez, Ptolémée, un de ses chefs va prendre la partie bleue. Et puis, on ne va pas parler plutôt d'en haut, mais plutôt on va parler de Sélos, Séleucos, qui est la partie jaune, jaune verdâtre. C'est un grand, il va constituer la grande partie de l'empire byzantin, séleucide, pardon, qui va hériter d'Alexandre. Et la beauté, c'est tout ce brassage de cultures, mais c'est énorme, hein, c'est vaste. C'est de comment tenir ça ensemble, gouverner des grosses, on parle d'espace énorme. Et ce grand royaume va avoir comme une capitale très importante, c'est la partie rouge, c'est quoi? Quel nom vous... C'est Antioche. Antioche, c'était la porte de l'Orient, pratiquement. Hein? Et c'est pour ça que vous voyez que toute cette côte-là, du Antioche, Laodicée, c'est en Turquie, en Syrie actuelle. Hein? Le Tyr, c'est au Liban. C'est pratiquement la façade, la porte d'entrée en Orient. Okay? Pour aller en Orient, il faut passer par ici. Et comme ça, en Antioche, Antioche, c'est la première ville où les chrétiens seront appelés chrétiens. Ok? Et il va constituer tout ce, il va dominer ça. Et de ça aussi, après, il va naître un grand empire, l'empire sassanide, mais aussi à ce moment-là, ça va être l'essor de l'empire romain qui va prendre possession, que ce soit de la Grèce et de cette partie orientale petit à petit, qui est la Turquie actuelle et la Syrie. Et, en effet, en Syrie et au Liban, il y a des grands vestiges. Au Liban, il y a les plus grandes colonnes romaines au monde. Oui, c'est le temple de Jupiter. La colonne, elle fait plus ou moins 25 mètres. Oui, c'est-à-dire, le chapiteau, la tête de la colonne, elle fait la moitié du salon ici. Hein, quand tu la regardes, elle est petite comme ça. Hein. C'est énorme, la grandeur. Hein. Et donc, ils vont s'intéresser. Et c'est dans cette époque-là que Jésus-Christ va naître, non? Quelques années avant l'année 0 qu'on connaît aujourd'hui, dans le petit pays de Palestine. C'est tout petit là, ici. Un pays de rien, quoi. Mais qui était habité par ce peuple qui était les Juifs, qui était un peuple redoutable, très difficile. Très, très difficile. Ils sont très étranges, ils ne sont pas comme les autres. Et c'est là que les Romains vont trouver toutes les façons de les digérer, ils vont pouvoir. C'est pour cela, à la fin, ils vont détruire tout leur temple et allez-en d'ici, c'est fini hein, avec votre truc. Donc, pour dominer, certainement. Donc, c'est là que Jésus va naître. Vous voyez, il naît avec cette réalité. C'est pour cela que aussi le christianisme va se développer dans... Vous voyez cette ligne rouge qui coupe entre l'Empire romain et l'Empire sassanide persien.
c'est une ligne qui vous fait voir comment aussi le christianisme va se développer. Il va se développer dans cette zone, vous voyez ici. Donc on voit la partie, regardez, les parties jaune foncé sont les premiers siècles. Mais ce qui nous intéresse, c'est les points rouges. Vous voyez ici, les premiers, c'est Damas, Antioche. Antioche s'est mis avec un cercle, c'est la capitale de l'Orient à ce moment-là. Et les chrétiens ils sont aussi, c'est une minorité, c'est rien du tout. Donc ils font partie de ces peuples. Ils viennent au début des Juifs, et puis on connaît Paul, comment il va faire tout un truc pour dire qu'il va comprendre que le message du Christ n'est pas lié aux Juifs seulement, s'il faut se libérer de ça. Et par une inspiration, il va convaincre petit à petit les communautés chrétiennes qu'il ne faut pas être juif pour être chrétien. Okay? Le message de Jésus dépasse tout ça. Et donc, ça va... on connaît aussi les voyages. Donc, il va voyager, surtout lui. Et à travers ces voyages, ça va naître, pas seulement lui. Lui, c'est l'emblème de quelque chose, mais certainement il y a d'autres, parce que c'était des commerçants, des gens comme nous tous, qui aujourd'hui on est là, demain on est à New York pour un travail, ou bien après on se déplace. Il y avait beaucoup plus de mobilité parfois, surtout dans l'Empire romain, qui avait organisé très bien leur système de communication, qui étaient les routes, et comment faire arriver, tout est militaire, donc ça doit fonctionner bien pour contrôler un empire vaste. Donc les chrétiens vont utiliser ça pour faire passer leur message partout. Et donc c'était pas seulement Saint Paul, mais d'autres aussi qui vont diffuser. Et puis aussi, ça va passer vers Rome. Non? Ça vous rappelle un certain Pascal? Oui, oui, c'est Pierre. Il avait une tête de Pierre, mais il avait un bon cœur. Oui, alors c'est ça. Donc il rentre et il meurt là-bas, donc ça devient le centre du christianisme, parce que c'était la capitale du monde moderne. C'est un peu comme ce que vous voulez dire, New York, je ne sais pas, une capitale de grande importance. Et donc vous voyez comment le centre se déplace de l'est vers l'ouest. Okay? Ça c'est important, ce truc. Le centre va se passer... il ne passe pas dans l'ouest, c'est-à-dire tu te déplaces vers une autre culture. Et là aussi, il faut se rappeler, on va revenir en arrière, avec l'essor de l'Empire romain, les Romains vont adopter ils vont vulgariser la culture grecque. Pratiquement, ils vont prendre tout ce bagage énorme de philosophes, ils vont le faire le sien et ils vont un peu faire le business avec. Et ça va être, ils vont avec leur langue qui est le latin, ils vont le diffuser. Et donc, ils vont prendre cette culture grecque, ils vont le faire la sienne, ils vont l'utiliser, ils vont trouver aussi une consonance aussi avec l'Orient qui déjà avait englouti un peu, ils avaient digéré un peu quelque chose de la culture grecque, et si ça va conquérir un peu la partie orientale, ici le Liban, la Syrie, ils vont trouver des points de connexion, mais quand même, ça reste une autre culture. Okay? En effet, si vous lisez un peu les Actes des Apôtres aussi, c'est que aussi de l'Orient viennent les religions. Les Romains sont confrontés avec des religions qui viennent nouvelles religions, parce que les Romains étaient en recherche, ils étaient en quête de la vérité. Il y avait un certain agnosticisme, on dirait, qui est Dieu. Hein? Et alors, on a toute cette ouverture sur l'Orient qui arrive jusqu'en Perse, où il y a des religions qui viennent de là-bas. Le monothéisme, l'ésotérisme, tout
il y a la fascination de l'Égypte en plus. Donc on va revenir ici. Donc ici on a donc la diffusion du christianisme et on voit très bien ici la diffusion, comment ça s'est passé au début. C'est normal que les premières communautés, c'est ici. Okay? C'est facile, les Juifs étaient là-bas, donc ils voyageaient, ils faisaient du commerce. Où est-ce qu'il va aller, notre cher Paul, pour arrêter les chrétiens? À Damas. C'était une capitale importante dans l'époque des Romains, donc il va aller là-bas. Vous voyez, il y a des communautés juives. Donc ça va ce début ici, parce qu'il y avait la culture juive aussi dans le peuple sémitique, les Araméens qui parlent l'araméen. C'était la langue d'Orient. Okay? Or, les chrétiens, ils vont écrire l'évangile. Certainement, tous ces récits de la vie sur Jésus, on se les passe oralement, parce que les peuples d'Orient étaient très forts dans la tradition orale, surtout les Juifs, parce qu'ils devaient garder intacte leur foi devant tous ces peuples qui avaient des dieux, des origines un peu qui n'étaient pas monothéistes. Donc eux, ils vont se laisser, faire passer leur héritage de foi avec la parole. Donc ils vont mémoriser beaucoup. Donc vous voyez comment dans ces pays-là, la parole a une grande importance. C'est pas n'importe quoi. C'est pas l'écrit. Et avec l'araméen et avec l'arrivée de comment il s'appelle, Alexandre, on a toute la culture grecque qui va venir. Donc la Bible va être écrite en grec. C'est la langue de l'époque, c'est la langue de la culture. Okay? Et donc on va écrire en grec, pas en... Et donc c'est ici que ça va se passer. Et d'ici, comme on disait avant, vont naître aussi les premières communautés, mais aussi les premiers courants de spiritualité dans le christianisme. Qu'est-ce que vous connaissez dans les premiers siècles jusqu'à... on parle vous connaissez Saint Antoine, certainement, le père des moines. Il est égyptien. Alors lui, il habitait près d'Alexandrie. Vous voyez, c'est où? À côté d'une île, ici. C'était une grande ville, ce soit au niveau qu'Alexandre a construit. Et puis après, il est devenu romaine. Donc c'est une grande métropole où il y a la vie publique, etc. Et donc, c'était un peu après les 300 après Jésus-Christ, donc où le christianisme s'était diffusé. Il y avait beaucoup de gens qui avaient adopté le christianisme, mais ils n'avaient pas fait une grande conversion. Et donc, c'est ce grand message de Jésus qui était très fort, radical, il va devenir populaire, incontrôlable parfois. Donc, avec ce courant où on voit qu'il y a un peu de mondanité qui va rentrer dans ce message, dans les communautés chrétiennes, il y a tout un essor chez des personnes qui vont se dire mais on est en train de diluer le message, et il va sentir cette poussée de partir un peu loin de ces villes. C'est pour ça qu'il va aller où? Dans le désert. Il ne peut pas aller en Gaspé, dans les forêts, il va aller dans le désert, où on sent que petit à petit Dieu l'appelle. C'était un jeune qui était d'une famille, et il va vendre tout, et il va s'occuper de sa fille, et de sa sœur et tout ça. Il va la caser, et puis il va petit à petit faire un cheminement. Il va s'éloigner petit à petit de la ville pour commencer ce cheminement intérieur. Et avec lui, il y a tout un courant qui va naître, et c'est moi et Dieu. Moi et Dieu. C'est mon rapport personnel avec Dieu, avec Jésus. Et beaucoup de gens vont s'inspirer de lui. Mais aussi, il y aura d'autres aussi qui vont venir. C'est pas Pachomios. Pachomios, c'était aussi un soldat romain
un soldat, et aussi il va organiser ces communautés, parce que il y avait des trucs étranges aussi qui se passaient. Alors lui, il va donner un règlement, il va donner des choses, comment on vit en communauté, on va ordonner, par exemple, les systèmes de, si vous avez été dans des monastères, les chambres, ça vient d'ici, c'est comme des casernes, où chacun a sa cellule, il va prier, se retirer là-bas. Donc c'est ça la vie monastique, et c'est sous l'essor de l'Esprit Saint que ça va naître, qui va donner à l'Église. Puis on a Saint Basile, le grand Basile, qui va introduire quelque chose d'important, qu'on ne vit pas dans un monastère seulement moi et Dieu, mais il y a les amis, il y a les autres qui sont là, alors il faut s'aimer. C'est les contemporains d'Alexandre? Pas d'Alexandre, d'Antoine, tu disais? Non, c'est après. Après. C'est après. Et donc il y a tous les pères de l'Église là qui sont là et qui vont essayer de donner un peu d'expliciter le message du Christ. Mais aussi, c'est très important ici, c'est qu'il y a un choc. C'est que les chrétiens, ils doivent parler pas à des personnes ignorantes, ils parlent à des Grecs, à des Romains, à une civilisation qui a ses lois. Par exemple, à Beyrouth, il y avait, la capitale du Liban actuel, il y avait la grande école de droit, qui a été redécouverte après la guerre. Donc, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est des lois, des systèmes. Donc, comment les chrétiens vont proposer leur message? Ils doivent prendre des points, ils vont créer des ponts culturels, donc ils vont utiliser la culture grecque, le système grec de philosophie pour véhiculer leur message. Voilà, c'est ça. Et de ça va naître des problèmes, parce que les mots sont importants, les façons d'exprimer les choses sont différentes entre la culture grecque et la culture orientale, même s'il y a eu un brassage. C'est pour ça qu'il y a eu les premiers conciles dans l'Église, où c'est l'État toujours, hein, parce que... Et il avait raison, en quelque sorte, parce qu'on ne parlait pas de où est-ce qu'on va mettre le verre, est-ce que l'icône ici ou là, on parlait de qui est Dieu, de qui est Jésus. Est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est homme-dieu, comment c'est... Et il faut dire que le peuple hébraïque, pour arriver à dire que Dieu est un, ça leur a pris tout un cheminement. Hein, c'était en Babylone, là-bas, qu'ils vont vraiment solidifier cette croyance que Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu. Or, les amis chrétiens, ils viennent dire non, il est trois aussi. Donc, il est homme, il est Dieu. Et imaginez qu'un aujourd'hui va dire moi je suis Dieu. Il passe ici, on va le ridiculiser. Donc, c'est des questions importantes qui vont se poser ici. Et ces hérésies vont naître ici aussi, soit en Égypte, Arius et d'autres. Et donc, c'est là qu'il va y avoir les schismes dans l'Église, les premiers schismes dans l'Église sur la nature de qui est Jésus. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Tout ça. Est-ce que Dieu, il peut enfanter? C'est comme ça qu'on peut comprendre comment l'islam n'accepte pas le message du christianisme, que vous retournez à Dieu est trois, disons. Ça ne rentre pas aussi. Il y a beaucoup de choses. Et c'est comme ça que aussi, il va se poser la mère de Dieu. Un homme peut être... Jésus peut être Dieu, mais sa femme, ma femme doit être sa mère. Encore, elle est d'une femme. Hein. N'était pas bien considérée la femme. Donc, c'est de grands problèmes qui vont naître. Donc, on a le concile de Nicée. Je fais un peu d'histoire. Hein, Nicée, vous voyez, elle est proche d'une capitale importante qui s'appelle Constantinople. Et c'est au nom d'un empereur qui s'appelle Constantin. Alors, l'unanimité sur les choses ne venait pas des évêques, hein, c'était de l'empereur. C'est lui qui a appelé les gens à faire le concile
Pourquoi? Pour faire un peu du... Il avait déclaré le christianisme comme religion d'État, et puis ces chrétiens ils nous font la foire. Ils querellent entre eux, et ces querelles, ça devient un problème civil, c'est-à-dire ils font de la guerre. C'est pas bon, ça. Alors, c'est lui, pour mettre de l'ordre dans son empire, il va les appeler, venez ici, on va faire. Et donc, vous voyez, donc, c'est là que aussi va rentrer un peu le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ensemble. Ça va un peu mélanger les cartes. Okay? Et que, avec le temps, l'Église va se libérer avec la Révolution française un peu. Donc, il y a le premier concile, on a le credo et tout ça, et ça va se passer dans cette zone-là. Ok? Ça va? On s'est attardé assez sur le christianisme. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Mira, c'est le lieu de naissance de Nicolas. Mira, en Turquie. Oui, c'est ça, le Saint-Nicolas, le Père Noël Ok. actuel. Est-ce que ça va bien pour la température? On a froid.